Salut à tous, aujourd'hui on va s'essayer à une nouvelle formule, je vous explique ça immédiatement. Il y a peu j'ai découvert sur Amstrad CPC le jeu d'aventure Peur sur Amityville, édité par Ubisoft en 1987. Par curiosité, j'essaye le jeu, et il s'avère que de par son ambiance horrifique et son humour, celui-ci m'attire et me pousse à aller au bout de l'aventure. Bien qu'à travers son gameplay et son design, on sent bien qu'il s'agit d'un petit jeu indépendant de l'époque, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'entame donc mes recherches, et le fait est que les informations sur le jeu sont quasiment inexistantes. Tout ce que je trouve, c'est les réactions des joueurs sur le site CPC Power, qui décrivent leur nostalgie face au titre qui leur remémore d'excellents souvenirs. Mais ça m'aide pas véritablement, pas le choix. Pour en apprendre plus, il me faut contacter son auteur, un certain Serge Payer. Seulement, je ne le trouve ni dans les archives du site, ni sur Facebook. En le googlisant, je remarque simplement qu'un nommé Serge Payer est président d'une start-up nommée Syllab Express. Il y a un numéro de téléphone, n'ayant pas grand chose à perdre, j'appelle donc. Et ça a donné une conversation qui m'a véritablement marqué, je tenais à vous en faire part. Je m'excuse Serge pour ma piètre imitation, mais ça s'est passé à peu de choses près, de cette façon. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Serge Payer, s'il vous plaît? C'est moi-même. D'accord, alors est-ce que par hasard vous seriez l'auteur du jeu vidéo Peur sur Amityville? Oui, c'est moi. Ah, super. Bah voilà, en fait, je suis chroniqueur pour le site jeuxvideo.com et je prépare une vidéo justement consacrée à Peur sur Amityville. Et j'aurais bien aimé vous poser quelques questions, histoire d'avoir un peu plus d'informations sur votre jeu. Alors là, excusez-moi, ça me fait rire parce que vous savez que il est plutôt oublié comme jeu, hein. Bah justement, j'ai quasiment trouvé aucune information sur le net, et... Je l'ai développé quand j'avais 15 ans. Ah bon? Je suis désolé, mais alors, vraiment je m'attendais à tout sauf à ça. Mon fils est fan du joueur du grenier. Ah, alors je suis beaucoup moins connu que le joueur du grenier, hein. Bah en tout cas, pas de problème, je vous aiderai avec grand plaisir. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que, véridique, Serge a une sorte de fou rire. Ça lui semblait totalement incongru que quelqu'un se pointe aujourd'hui, en 2017, pour lui parler du jeu qu'il avait programmé 30 ans auparavant. Du coup, j'ai proposé à Serge de filmer une interview en lui précisant que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, mais que ça pourrait être sympa pour les spectateurs. L'idée était à son goût, et donc, cet épisode, on va le passer en compagnie de Serge Payer. À l'âge de 8 ans, Serge Payer subit le divorce de ses parents. À l'école, ses notes ne sont pas fameuses et ses heures de oisiveté, il va rapidement les occuper chez son père, qui s'est procuré un ZX80, puis plus tard, un ZX Spectrum, des micro-ordinateurs qui le fascinent au plus haut point. Il s'essaye rapidement à la programmation et découvre ses premiers jeux. Au début, on programmait à partir des logiciels, de livres, de trucs. On essayait de programmer un peu tout et n'importe quoi, mais on n'avait pas compris qu'on pouvait sauvegarder les jeux. Et donc un jour, j'ai découvert dans la boîte du Spectrum une cassette qui avait été livrée avec, et puis un câble qui ressemblait à un câble qu'on pouvait mettre sur un lecteur de cassette. Je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai regardé un peu la notice, et j'ai téléchargé un jeu, et j'ai joué à un jeu qui était incroyablement mieux que ce que j'avais trouvé dans les logiciels où j'étais obligé d'éteindre l'ordinateur pour pouvoir recommencer. Pour Serge, c'est une véritable révélation. Il est possible d'enregistrer, de conserver son travail à partir d'un lecteur et d'une cassette. C'est alors un nouveau monde qui s'offre à lui, celui du jeu vidéo. Il découvre tout un tas de logiciels qui le fascinent. Il ne lui faut pas bien longtemps pour que Serge comprenne que l'informatique le passionne, mais pas uniquement pour la programmation. En même temps, ça me permettait d'avoir un peu une bulle, ma cabane secrète à moi, dans laquelle je pouvais m'isoler, et où ma mère ne comprenait rien, autant elle m'embêtait parce que j'étais pas bon à l'école, et elle avait raison dans un sens, autant c'était ma cabane secrète à moi, dans laquelle je me réfugiais, ma bulle, voilà. Seulement vous connaissez le monde de l'informatique, les technologies évoluent à une vitesse grand V, et Serge s'y intéresse forcément. C'est notamment l'Amstrad CPC qui le séduit, ce micro-ordinateur nouvelle génération que sa mère accepte de lui offrir pour les fêtes de Noël. La bête s'avère bien supérieure au ZX Spectrum, la présence d'un lecteur de disquette, une mémoire qui passe de 16 à 32 kilooctets, une interface simplifiée, la possibilité d'afficher davantage de couleurs, etc. C'est alors qu'un triste jour où Serge s'ennuie en cours de dessin, une idée saugrenue submerge son esprit. Alors qu'il n'est âgé que de 15 ans, il souhaite réaliser son propre jeu vidéo sur un thème qui le passionne alors à cette époque. On venait voir les premiers films un peu d'horreur, voilà, qui n'étaient pas interdits au moins de 18, mais interdits au moins de 13, puisque c'était 13 ou 18. Et Amityville, c'est un film interdit au moins de 18, et pourtant j'ai réussi à le voir un peu plus tôt, et ça m'avait vraiment marqué. Amityville, la maison du diable est un film d'horreur réalisé par Stuart Rosenberg.
Nuremberg. Et ce sera donc le cadre du jeu de Serge qui se dirige sur un terrain assez peu exploité à cette époque, le jeu horrifique qu'on appellera plus tard le Survival Horror. Et cette première phase de développement va durer 8 mois. 8 mois pendant lesquels Serge ne va pas chômer. Alors j'y passais tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances. C'est arrivé que ma mère parte en vacances, elle m'avait laissé à la maison et donc je passais mes journées dessus, je mangeais devant mon ordinateur, voilà, donc le temps que j'y ai passé est énorme. Et comme me le confie Serge, il ne qualifie pas son activité comme un travail, puisqu'il s'agit pour lui d'un véritable passe-temps. L'idée du jeu, du coup, est toute simple. Il s'agit à ce moment-là d'un jeu d'aventure graphique, avec lequel on interagit via des commandes textuelles. Seulement, Serge rencontre très rapidement 2 soucis. Voici le premier. La guerre de cette époque-là sur les ordinateurs, pour faire un jeu, c'était la guerre de l'octet. Et à un moment donné où j'ai été obligé de diminuer la taille du nom de mes variables en nombre de caractères parce que j'avais plus assez de place. D'accord. C'était la guerre à l'octet. On n'imagine pas la guerre à l'octet qu'on avait à cette époque-là. Les capacités de stockage sont alors minimes. Serge doit constamment imaginer des façons d'économiser de l'espace, parce qu'en l'état, il ne parvient pas à raconter l'intégralité de son histoire. Second souci. Et alors les images, ça a été tout de suite un gros problème, parce que j'étais pas un bon graphiste, même dessiner à la main, je savais pas faire. J'ai aussi eu un copain avec qui j'étais à côté de lui en classe, qui s'appelait Laurent Sitterley, qui n'avait pas d'ordinateur, qui n'avait pas d'Amstrad, et qui avait envie de développer aussi. Alors il avait appris, il apprenait un peu chez moi, et puis de temps en temps, je lui dictais un peu ce qu'il fallait faire, je l'encadrais, je l'aidais, et puis ça me donnait un peu du courage de pas être seul dans l'histoire, quoi. Laurent Sitterle s'occupe donc des images qui illustreront le jeu. 8 mois s'écoulent, et une première version du jeu est prête. Serge, accompagné de son père, monte sur Paris, et va présenter son jeu aux principales firmes d'édition. Air Informatique leur propose de commercialiser le jeu dans une version bas de gamme, c'est-à-dire à un prix bon marché. Il en est hors de question pour Serge. Ubisoft, de leur côté, semble intéressé, mais pointe tout de même quelques défauts. Le jeu est un peu court et se finit bien vite, et surtout, l'analyseur syntaxique fait un peu vieillot. Il lui propose donc, comme dans certains de leurs jeux, d'intégrer des icônes permettant d'interagir avec le décor. Serge, de retour chez lui, doit donc se remettre au travail. Face à cette guerre de l'octet, comme il la nomme lui-même, il réduit drastiquement la taille de ses images, lui permettant d'économiser de l'espace pour pouvoir raconter enfin l'intégralité de son histoire. Pour l'ambiance et l'esthétisme, il les encadre d'un livre. En revanche, il n'apprécie vraiment pas l'idée des icônes. Selon lui, ça manque de clarté et cela nuit à l'immersion. Il imagine donc un menu déroulant fait de verbes et de mots. Il suffit alors de préciser ce que l'on souhaite que notre personnage fasse. Ce qu'on retrouvera d'ailleurs de façon simplifiée et plus intuitive dans les point and click de LucasArts. Après donc 7 nouveaux mois de programmation, Serge considère son jeu comme abouti. Je vous propose donc qu'on le découvre ensemble. Nous y incarnons un certain Georges qui débarque dans sa nouvelle demeure accompagné de sa femme, de son fils et de son chien. L'histoire se déroule sous forme de journées qui s'écoulent et dès le départ, notre personnage souffrit modérément de sensations a priori naturelles. Il est par exemple pris d'une soif intense, d'un sommeil profond et d'une sensation de froid terrifiante. Un onglet important nous indique la situation et fixe donc nos objectifs. Une chose paraît rapidement évidente. Il se passe quelque chose d'étrange dans cette demeure. Un doigt ensanglanté bouche le robinet, et dans les bûches, on trouve une tête décapitée. En la balançant au feu, une voix se fait soudainement entendre. « Je suis John Kinchum, le sorcier bien connu d'Amityville. » Kitchum, c'est pas facile à retenir. Je peux vous appeler Ketchup ? Bah non. Dites-moi tout, Ketchup. Cette maison est imprégnée de démons. En restant ici, tu risques ta vie et celle de ta famille. Le jour suivant, face à ces étranges événements, ma femme insiste pour faire bénir la maison par le père Moncusson. Il me faut donc trouver l'annuaire, le numéro, le taper au téléphone, faut tout faire soi-même dans cette maison, et... Tu n'aurais pas dû contacter un prêtre. J'ai pas la moindre idée de l'identité de celui qui a prononcé ces paroles, et le combiné du téléphone fonce subitement dans ma main. Et ça va aller de mal en pis. La journée suivante, après quelques énigmes résolues, m'apparaît Jésus-Christ en personne. Georges, prends dans la bibliothèque le grimoire. Tu découvriras le point commun entre ton fils et l'antéchrist. Ils aiment tous les deux le hockey sur glace ? Bon, ça a pas l'air d'être ça. Allons voir ce grimoire. Wow, il y a plein d'informations. Il y est notamment indiqué que Dieu, suite à sa colère face à la crucifixion du Christ, créa l'Antéchrist, en être ayant pour unique but la destruction de la race humaine. Pour identifier cet infâme personnage, rien de plus simple. Il est inscrit derrière ses cheveux l'inverse du nom du Christ, 2 racines au carré de 231. Et le Christ m'a parlé d'un point commun entre l'Antéchrist et mon fils.
Mais cet imbécile est en train de dormir, comme toujours, il en fout pas une. Bon, un seul moyen de vérifier tout ça. Doit bien y avoir une paire de ciseaux quelque part. Là, non. Non plus. Ah, un rasoir, ça fera l'affaire. Voilà, je fais ce que je peux. Oh non, le signe est bien là. Et mon personnage qui dit « Burke, il a plein de pellicules ». C'est absolument pas le moment de plaisanter. Le grimoire parlait d'eau bénite capable de repousser l'antéchrist. Vous pensez qu'avec de l'eau du robinet, ça fonctionnera ? Ouais, j'en doute aussi. Mais je sais pas du tout où aller chercher de... Waouh, c'est aveuglant ici. Ça vient de l'armoire, pardon. Je l'ouvre. Ah bah tiens, de l'eau bénite. Parfait. Y a pas à dire, le jeu vidéo c'est quand même bien foutu. Allez mon grand, c'est pour ton bien. Ah, il se métamorphose en un être répugnant, puis revient à son état normal. Très bien. Rendors-toi, fiston. Papa s'occupe de tout. En rentrant dans ma chambre, je trouve ma femme nue qui m'attend. Et il y a quand même le mot baisse dans les verbes à choisir. C'est un petit peu gênant. Les journées vont aller de simples événements mystérieux en véritables catastrophes. Un feu va être déclenché par je ne sais qui, je vais trouver ma femme en transe en train de planer au-dessus du salon, il me faudra alors chercher une croix pour combattre les démons, désenchanter la porte d'entrée, et dans un sursaut final, fuir de cette maudite maison. Oups, sans oublier Harry, bien entendu, et enfin prendre ses jambes à son cou, et laisser à un prochain propriétaire le soin de découvrir cette demeure et le mal qui la ronge. Et voici résumé rapidement Peur sur Amityville, le jeu que le jeune Serge Pailleur, âgé de 15 ans, a développé. Cette seconde version aboutie, il s'empresse donc de renvoyer son jeu à Ubisoft. Donc je leur avais renvoyé par la poste en disant, ben voilà, on s'était déjà rencontrés, et voilà, X mois plus tard, le résultat de tout ce que vous m'avez dit et conseillé de prendre en compte, et c'est là qu'effectivement, un jour, le téléphone sonne, j'étais tout seul, je décroche, et là, Ubisoft qui m'appelle. Quelqu'un il me dit oui, je voudrais parler à Serge Pailleur, oui, votre jeu, écoutez, il est très très bien, ils m'ont dit, on n'a jamais vu un jeu nous arriver dans un état d'aboutissement aussi avancé. Ubisoft s'occupe donc de la musique, des bruitages et de l'édition. Le jeu est mis en vente. D'après les chiffres d'Ubisoft, il s'en serait écoulé un peu plus de 20 000 exemplaires, ce qui ne représente pas un grand succès, mais qui reste tout à fait honorable. Bien entendu, difficile aussi d'évaluer le nombre de joueurs qui s'y seront confrontés avec une version piratée, pratique extrêmement répandue à cette époque. Du coup, vous en doutez, j'ai pas pu m'empêcher de poser à Serge quelques questions sur ses intentions en termes de game design. Par exemple, au commencement du jeu, avec ces sensations qu'éprouve le personnage. La soif, le sommeil, le froid. Je voulais progressivement plonger le joueur dans une ambiance de plus en plus inquiétante, de plus en plus mystérieuse, et donc effectivement c'était un peu l'objectif. Donc jouer sur un peu les sensations de la personne pour essayer de lui faire ressentir des choses au travers des simples mots. Autre chose, c'est à titre très personnel, mais je suis resté bloqué pas mal de temps dans le jeu quand j'avais la tête décapitée en main. Je ne me suis absolument pas douté qu'il fallait la jeter dans le feu pour entendre ensuite le sorcier communiquer avec nous. Alors là, à ce moment-là, c'était dans le scénario, je voulais effectivement pousser le joueur à aller plus loin que ses réflexes naturels, c'est-à-dire que quand dans les premières étapes, quand on a le doigt qui tombe, qui sort du combiné et qu'on a le couteau à côté, on pense tout de suite à couper. Mais c'est vrai que cette histoire de mettre la tête dans le feu, c'est un peu aller au-delà de sa propre nature. Et donc effectivement, c'est une étape un peu plus compliquée, où je voulais... Alors en même temps, c'est dit, il fait froid, on va dans la cave, on va chercher du bois, au moment où on cherche du bois, on trouve la tête, donc normalement on fait quand même un peu le lien entre les deux, on remonte, on met le bois dans la cheminée, il se passe quelque chose, donc c'est la bonne solution, et là, mettre la tête dans le feu, ça on n'y pense pas, et voilà, mais bon, ça c'est pour pousser un peu les gens à aller au-delà de leur naturel, quoi, c'était plus sympa. J'ai pas eu le temps de vous le montrer dans le jeu, mais on meurt très facilement, soit d'épuisement face à la soif, au sommeil, soit par diverses attaques démoniaques. Je me souviens d'avoir lu une interview de Frédéric Reynal qui expliquait que dans son jeu Alone in the Dark, sorti 5 années plus tard, il avait intégré de nombreux pièges dans le manoir, aboutissant bien souvent à la mort de notre personnage, dans le but de faire ressentir aux joueurs un sentiment d'insécurité, et jouer donc sur cette peur, cette sensation que quelque chose peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Pourtant, si on meurt aussi très régulièrement dans Peur sur Amityville, c'est pour une toute autre raison. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut faire un choix, on n'est pas illimité comme aujourd'hui dans les jeux vidéo où on peut être illimité, on peut visiter l'espace dans tous les sens, etc. Donc à un moment donné, il faut arriver à cadrer un tout petit peu le joueur pour qu'il parte pas. Donc je préférais faire mourir le joueur à un moment donné pour lui dire « là t'es vraiment dans la mauvaise direction », plutôt que de le laisser se perdre et abandonner le jeu. Voilà, moi je voulais que ça raconte une histoire, qu'il déroule une histoire et partager avec le joueur une histoire.
Enfin, je pouvais pas passer à côté, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on a notre femme qui se retrouve à poil à nous attendre dans le lit. Hein, Serge? Et voilà, hein, on a 15 ans, on n'a jamais... on sait pas ce que c'est une femme nue, et puis à un moment donné, on se dit dans l'horreur, dans le jeu d'horreur, on peut mixer un peu, on était un peu libre, on n'avait pas le Peggy 18 qui nous pendait au nez, et donc je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça, là, dans une étape, il y a un truc horrible qui se passe, et juste après, il y a un truc sympa qui se passe. Voilà, donc j'ai pris un journal qui traînait à la maison avec une femme nue, et puis j'ai essayé de recopier les images. Alors les images, j'avais fait un programme pour recopier les images. Faut bien se rendre compte qu'effectivement on dessinait pas comme avant, on dessinait pas comme ça. Il y avait vaguement des logiciels pour pouvoir dessiner, mais c'était super compliqué. Et donc en fait, tous les dessins, tous les graphismes, je les ai fait point par point. C'est-à-dire que vraiment, je m'étais développé mon propre logiciel de dessin et qui était basé sur 4 touches. J'avais la touche droite, la touche gauche, la touche haut, la touche bas, et puis j'avais la touche qui permettait de changer de couleur et la touche « je mets un point à cet endroit-là ». Et tous les points ont été faits un à un, manuellement, en se déplaçant avec le curseur. Par la suite, Serge Payer va avoir l'opportunité de travailler chez Ubisoft. Mais c'est qu'il est encore bien jeune. Là, pour le coup, ma mère a quand même eu raison de moi en me disant « Non, tu continues tes études ». Voilà. Peur sur Amityville est le seul jeu programmé par Serge Payer. Aujourd'hui, l'homme est assez éloigné du milieu du jeu vidéo, même s'il me confie qu'il est toujours admiratif face à la créativité et les possibilités offertes par ce média. Cependant, vous vous en doutez, l'informatique est restée dans son quotidien. Aujourd'hui, en fait, j'ai monté une start-up dans le digital qui fait une application de e-santé qui permet une meilleure prise en charge des patients à domicile quand il y a un prélèvement à domicile, un prélèvement sanguin à domicile qui est à faire. Et voici donc Peur sur Amityville, un jeu qui n'a pas connu un grand succès à son époque, mais comme je l'ai rappelé, qui aura tout de même su marquer les joueurs qui auront eu la chance de s'y essayer. J'espère que cette formule un petit peu atypique de rétro-découverte vous aura plu. Et pour terminer, je laisse le soin à Serge Payer de vous conter une de ses fameuses anecdotes. Voilà. Et alors, la petite histoire qui est marrante, le seul qui apparaît encore dans le jeu, qui s'appelle Xavier Talgorn, c'est celui qui a fait la musique. Et je ne le connaissais pas, ni d'Eve ni d'Adam, c'est en fait Ubisoft qui me l'a... À la fin, la musique, elle n'était pas faite, et donc Ubisoft a fait une musique, a fait un peu tous les bruitages et les musiques. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait mon école d'ingénieur par la suite, je me suis assis le premier jour, et on a passé les noms de tout le monde en revue, et le mec qui était derrière moi, c'était Xavier Talgorn qui avait fait la musique. Que t'avais jamais rencontré. Que j'avais jamais rencontré, et avec qui j'avais quand même fini en classe.